Et je vais inviter à nous rejoindre les participants à la deuxième table ronde ici sur l'estrade. Tout d'abord, le docteur Claire Sirette. Vous êtes présidente de la section santé publique au Conseil national de l'Ordre des médecins et vous serez la première à avoir la parole. Stéphane Rémy, sous-directeur des politiques de formation et du contrôle au sein de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle. Je ne sais pas si vous êtes... Voilà, bonjour, on ne s'est pas croisé auparavant. Monsieur Didier Pachou, vous êtes président du GMP. On évoquait tout à l'heure son importance. Ensuite, docteur Pierre Bremondard. Merci à vous, vous êtes président du collectif No Fake Med. Et enfin, Madame la députée Estelle Follest, vous êtes députée du Val d'Oise. Merci, Madame la députée, d'être présente. Alors, un peu comme pour la première table ronde, je vais vous donner la parole quelques minutes chacun. Il ne faudra pas qu'on soit trop long pour qu'on garde un temps de débat. Tout à l'heure, j'ai restreint une question et je m'en excuse auprès de monsieur. Pour qu'on ait un peu de temps de débat, je vous demanderai d'être assez synthétique. C'est d'abord vous, Madame le docteur Claire Sirette, qui allez prendre la parole pour nous expliquer comment l'ordre que vous représentez s'engage dans ce dispositif et plus généralement comment les ordres des différentes professions de santé s'impliquent, peut-être à des rythmes différents, et peut-être quelles sont vos priorités d'action. Alors déjà, bonjour. Vous m'entendez ? Oui. Bonjour à tout le monde. Je voudrais déjà remercier moi aussi, Madame la Ministre, de cette organisation, parce qu'on voit, au vu du nombre de représentants ici aujourd'hui, combien c'est important de se rencontrer, de partager et de faire circuler les informations. Je voudrais remercier aussi Monsieur Gravel, que j'ai eu l'honneur de rencontrer il n'y a pas longtemps, et je voudrais le remercier de son accueil chaleureux. Et je voudrais confirmer ici par combien l'Ordre des médecins, par la voix de son président, le docteur François Arnaud, porte un intérêt dans la lutte contre les dérives sectaires. Et donc dans ce partenariat qui a été mis en place par une convention déjà signée en 2015 avec la Miviludes et qui devrait être renouvelée, nous l'espérons vraiment, incessamment sous peu, afin de notamment réactualiser cette convention pour que nous correspondons un peu peut-être mieux à ce qui se passe aujourd'hui en termes de dérives sectaires. Alors l'ordre, je ne vais pas représenter tous les ordres de santé, je me contenterai déjà de représenter celui des médecins. L'ordre, vous le savez peut-être, doit faire attention et vérifier la compétence, la probité, la moralité des médecins inscrits à son tableau. Et pour cela, l'intérêt, c'est de garantir la qualité des soins. Alors bien évidemment, pour faire cela, nous avons des procédures bien définies, mais l'ordre, par sa section santé publique que je préside, a déjà commencé à écrire au niveau à écrire un rapport par rapport à ce que nous souhaiterions aujourd'hui utiliser le terme de pratique de soins non conventionnelle. Notre première priorité, ça serait d'arrêter de parler de médecine complémentaire. Le terme de médecine est un terme qui n'est absolument pas protégé par le Code de la santé publique et qui est assez confusionnel dans l'esprit des gens et qui nécessite aujourd'hui effectivement d'être abandonné au profit, nous l'espérons, de ce terme de PSNC qui dans ce rapport figure très souvent. Alors ces pratiques de soins non conventionnelles, elles sont définies par quoi ? Ce ne sont pas des pratiques validées scientifiquement, il faut bien l'entendre, et elles ne sont surtout pas enseignées aux médecins. Déjà, si vous avez fait ce constat-là, vous avez déjà beaucoup avancé dans ce que c'est qu'une pratique de soins non conventionnelle. Qu'est-ce qu'elles ont comme dérives ? 3 sortes de dérives. L'exercice illégal de la médecine, évidemment, c'est notre cœur de métier dans la section santé publique, mais dans l'ordre en général. Vous avez les dérives thérapeutiques. Et qu'est-ce que c'est qu'une dérive thérapeutique ? C'est utiliser ces pratiques de soins non conventionnelles de façon inadaptée, ou alors parce qu'elles sont dangereuses, même de les utiliser en remplacement de la pratique thérapeutique conventionnelle, et éventuellement ces dérives thérapeutiques ont aussi... attendez, je vais reprendre mon petit mot. Voilà, oui, bien sûr. Donc, utilise aussi l'abus de faiblesse, c'est-à-dire qu'effectivement, vous êtes en face de personnes qui sont en fragilité et qui éventuellement vont jusqu'à l'escroquerie. Et quand il y a emprise mentale, vous êtes à ce moment-là dans la dérive sectaire. Donc, je dois dire que j'ai été extrêmement touchée par ces témoignages que nous avons vus dans le film ce matin et qui m'ont renvoyé à mon cœur de métier de médecin généraliste, qui était finalement de dire que nous avons un travail essentiel, c'est d'être à l'écoute et d'être dans le conseil par rapport aux gens qui viennent nous consulter. Alors l'essor de ces
PSNC, de toutes ces dérives qui en découlent, c'est quand même aujourd'hui expliqué par de nombreux facteurs. Il faut savoir le dire, la pénurie d'offres de soins aujourd'hui est un facteur important. Le fait que les médecins n'ont plus de temps médical et ce temps d'écoute est quand même quelque chose qui est un écueil. Mais il n'y a pas que ça. Vous pouvez aussi parler du contexte sociétal, la crise sanitaire, la guerre, l'angoisse par rapport aux catastrophes naturelles, le chômage font que les gens sont aujourd'hui en recherche de bien-être, de prise en charge, et que ces PSNC qui notamment se multiplient, se coulent dans ce créneau, répondent aujourd'hui à des gens qui, de surcroît, sont seuls chez eux, derrière un écran, et qui sont par Internet extrêmement bien formés par tout ce qui existe en termes de possibilités. Pour vous, justement, le vecteur Internet a complètement changé les choses. Il a toujours existé. Il a toujours existé. Mais évidemment qu'avec le confinement et la crise sanitaire, ça a été un moyen d'information extrêmement important pour apporter notamment... Vous l'avez sondé, enfin, vous avez vu la différence. Ça a été évident. Alors nous avons aussi un autre souci, c'est l'absence de cadre en termes de formation. Ces PSNC, les formations pullulent aussi sur Internet. Et donc, nous sommes un petit peu en demande, justement, de mieux cadrer ces formations. Et puis, nous avons encore une fois donc, la protection de ce terme de médecine, mais aussi mieux cadrer le terme de docteur. Vous savez qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont un doctorat peuvent se faire appeler docteur. Et donc, ils en usent. C'est-à-dire qu'au niveau de la confusion des genres, c'est très facile de se dire docteur et puis de faire de l'hypnose et de faire des pratiques. Voilà, donc... L'ordre reste présent, est ravi d'être ici aujourd'hui, est avide de demain participer au groupe de travail. Il participait déjà à un groupe de travail il y a quelques années, ce n'était pas sous mon égide, et il avait notamment proposé des fiches d'information, parce qu'aujourd'hui, si nous devons être présents dans des partenariats dédiés, avec des procédures qui doivent être vraiment étiquetées avec des référents dans chaque institution, pour qu'elles soient rapides, efficaces et qu'elles donnent un résultat, nous devons aussi informer, non pas les médecins, bien sûr nous devons informer les médecins, mais je crois beaucoup aussi à ce qu'a dit un de mes confrères tout à l'heure, il faut savoir informer chaque personne de la possibilité de dérive. On voit que ça touche tout le monde et que personne n'est à l'abri. Donc nous serons présents et je vous remercie encore de cette invitation. Merci beaucoup à vous. Monsieur Stéphane Rémy, la parole est pour vous maintenant. Vous êtes sous-directeur en charge des politiques de formation et du contrôle au sein de la délégation générale à l'emploi et la formation professionnelle. Et donc, vous avez en charge les formations professionnelles. De votre point de vue, quel est l'état des lieux aujourd'hui ? Comment faire mieux dans ce domaine de la formation dont on parle beaucoup finalement depuis ce matin ? Merci beaucoup de l'invitation, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, anciens présidents de la Miviludes et tous ceux qui sont des combattants de la première heure. On est engagé depuis longtemps avec la Miviludes et puis au travers des commissions d'enquête qu'on a rappelées, mais qui sont très importantes. Elles ont largement éclairé le paysage et les dérives auxquelles nous sommes confrontés, la formation professionnelle étant un vecteur qui contribue évidemment à diffuser un certain nombre d'offres. Alors avec une échelle de la valeur qui a été bien rappelée par la DGCCRF, qui va du caractère charlatanesque, malheureusement, avec une dangerosité qui va augmenter lorsqu'il y a des atteintes à la personne, de l'emprise mentale, des exigences financières exorbitantes. Et c'est un des éléments qui me semble clé. Et le rapport d'enquête sur les sectes et l'argent l'avait parfaitement établi. La question économique, la question financière de ces mouvements et de leur capacité à se développer et à utiliser le vecteur formation pour accroître leur part de marché, leur visibilité et recruter de nouveaux adeptes est sans doute une des questions clés à laquelle il faut nous attacher. Mais nous sommes sur un marché libre qui est celui de la formation professionnelle, notamment continue, même s'il y a aussi des questions de formation initiale avec l'apprentissage, donc avec une dimension plus éducative. C'est un marché aujourd'hui, au moment où on se parle, on a plus de 110 000 prestataires de formation en France. Pour donner aussi un ordre de grandeur sur ce qu'est la réalité de l'offre de formation, évidemment, qui permet de diffuser énormément d'offres attractives. Il y a souvent cette question de séduction. Elles utilisent les réseaux sociaux, elles sont facilement accessibles et petit à petit, évidemment, l'engrenage peut se faire. Donc l'observation, elle est double.
Et elle est déjà ancienne, hein, c'est-à-dire que là, on évoque quand même des rapports de commission d'enquête des années 90. On pourrait citer celle du Sénat, notamment sur le domaine de la santé. La Miviludes avait publié un rapport spécifique sur le champ de la santé en 2012. Nous sommes en 2023. Donc voilà, beaucoup de choses ont été écrites et beaucoup de choses perdurent, même s'il y a des accélérations qui se sont vues, illustrées à travers la pandémie, et notamment cette continuation et cette recherche effectivement de bien-être ou de se faire accompagner, parce qu'effectivement les temps peuvent être considérés comme difficiles. On a le champ, grosso modo, du développement de la personne, du développement personnel. Rien qu'en tant que tel, c'est déjà attractif de parler de développement personnel. Il y a beaucoup d'exigences autour des questions de formation comportementale, mais parce que ce sont des demandes qui émanent aussi des entreprises et des individus, qui ont besoin effectivement de travailler sur les savoir-être en entreprise, en organisation. Et donc en soi, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif que de vouloir travailler les compétences comportementales. On parle beaucoup de soft skills en la matière. Et donc c'est une demande qui existe. S'engouffre évidemment dans ce champ-là des offres qui, elles, s'éloignent, ont des buts bien autres que celui de travailler la compétence. Or, la formation, c'est un parcours pédagogique pour atteindre un objectif professionnel. Et donc ça permet déjà d'établir ceux qui n'ont pas cette finalité-là, cet objectif-là. Ça, c'est le premier volet. Le second volet, il est très clair, c'est dans le domaine, effectivement, de ces pratiques non conventionnelles. Donc, je ne vais pas m'exercer à reprendre quel est le bon acronyme, mais en tout cas, elles sont effectivement liées à ces pratiques non éprouvées, non reconnues, mais qui utilisent toute la confusion possible avec des professions, elles, qui le sont réglementées et qui obéissent au protocole scientifique. Et donc, il y a effectivement pour tout un chacun une confusion. On le voit dans nos rues, il y a des plaques, au même titre qu'un médecin, qu'un kinésithérapeute, etc., alors même que ce sont des professionnels qui n'ont pas les cursus académiques ou de formation adéquats. Donc c'est une réalité et on peut l'observer très quotidiennement en tant que citoyen dans nos rues. Donc c'est l'autre volet, ce volet de dérives thérapeutiques, ou en tout cas de pratiques non conventionnelles qui peuvent conduire à des dérives thérapeutiques. Les deux peuvent se rejoindre. C'est-à-dire que le développement personnel a parfois une dimension thérapeutique qui est associée. Donc voilà ce qu'on observe à titre d'illustration un peu générique, générale. C'est bien là-dessus que l'action des services de contrôle du ministère du Travail, que je représente, cherche à conduire son action, notamment au moment de la déclaration d'activité des prestataires de formation, et ce n'est pas un agrément. C'est une simple immatriculation d'une personne morale ou physique qui prétend aller sur le champ de la formation professionnelle. Les seuls agréments qui sont délivrés par la puissance publique sont très spécifiques à la formation des élus locaux, par exemple. Pour tout le reste, on est sur une simple inscription. C'est une immatriculation de la structure à travers une première convention ou un premier contrat. Et derrière, évidemment, des activités vont pouvoir se mettre en place qui, parfois, n'auront même plus du tout le même objet que la convention de départ, qui peut être sous un angle tout à fait banal de management ou autre, ou de communication. Et c'est seulement après qu'on va avoir des éléments de déviance qui peuvent être constatés après coup par les services de contrôle. Donc l'action, elle est en amont au moment de la déclaration d'activité, mais ce sont des décisions préfectorales, donc évidemment susceptibles de recours administratif, contentieux, donc il faut qu'elles soient motivées, c'est normal, on est dans un état de droit et donc on travaille en droit. Et puis c'est la même chose pour le contrôle a posteriori. Il faut démontrer que l'activité est éloignée ou potentiellement ne répond plus aux exigences de la formation professionnelle, et des versements, je m'arrêterai là, des versements financiers qui sont associés. Et on est sur un marché qui mobilise énormément d'argent public, d'argent des partenaires sociaux, et qui est évidemment une explication peut-être pour boucler avec le focus sur la partie économique et financière qui me semble clé dans cette affaire. L'action interministérielle, le travail. Merci à vous. Je pense que vous l'avez rappelé, que ce soit le domaine de la santé, de la formation, on est aussi sur, et je reprends les mots du rapport de la Miviludes, sur un marché financier avec un grand nombre d'acteurs qui travaillent, qui génèrent de l'argent, et donc il y a des codes particuliers, il y a des normes particulières, et donc c'est un domaine d'action différent sur lequel il faut s'investir. En tout cas, merci à vous. Il y aura peut-être des questions pour votre domaine juste après. Je me tourne vers Monsieur Didier Pachot. Merci beaucoup d'être avec nous. J'espère que le micro va refonctionner. Non, ça ne marche pas, mais il y en a un autre. Regardez, on fait l'inversion. Vous avez vous-même... Là, ça marche. Vous avez vous-même été adepte d'un mouvement fondamentaliste dans les années 80 avant d'en sortir. Vous avez fondé le GEMPI, qui est bien connu de tous, le groupe d'études des mouvements de pensée en vue de la protection de l'individu, une association dont vous êtes aujourd'hui le président.
Est-ce que pour vous, ce domaine du bien-être, de la santé, de la formation, on voit qu'on est sur une zone grise parfois au milieu de tout cela, est-ce que c'est pour vous un domaine qui est aujourd'hui prioritaire et sur lequel nous devons peut-être travailler un petit peu autrement ou accroître encore nos actions concrètes? Donc tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci à la ministre Sonia Backes d'avoir créé cet événement. C'est une première de mémoire de 35 ans, donc je ne me souviens pas que ça ait été fait. Et j'ai beaucoup d'espoir sur les suites qui vont être données, les suites concrètes qui vont être données. Merci aussi à la Miviludes et au CIPDR de nous donner une tribune. Donc je vais en profiter justement, on est en plein dans le sujet qui nous a sensibilisés depuis une vingtaine d'années au GEMPI. C'est-à-dire qu'on fait exactement la même chose que les autres associations, UNADFI, CCMM, CAFES, Secticides, etc. Donc j'ai rien à rajouter. Mais en ce qui nous concerne, on était particulièrement sensibilisés au problème de l'entrisme, je dirais, de la santé dans le domaine des dérives sectaires il y a une vingtaine d'années. Et c'était peut-être un tournant où, à l'époque, les mouvements spiritualistes n'étaient pas ringardisés et que ça permettait de recruter du monde. Et puis assez rapidement, le terrain sectaire a changé d'allure. Il a fallu attirer l'occidental moyen en lui proposant des solutions immédiates. Donc l'enfer, paradis, réincarnation, tout ça ne préoccupait plus trop nos contemporains, mais plutôt la recherche de solutions immédiates et qui fonctionnent, enfin en principe. Et donc, assez rapidement, les groupes ont quitté leur habit religieux pour proposer du bien-être, de la santé, des thérapies alternatives. Alors, à ce sujet-là, je ferai une petite distinction quand même. Une dérive thérapeutique, ce n'est pas la même chose qu'une dérive sectaire, même si ça y ressemble beaucoup. Néanmoins, alors j'aimerais aussi faire le lien, c'est que la plupart des thérapies, les pratiques non conventionnelles, enfin peu importe, la plupart des pratiques non conventionnelles de soins s'appuient sur des médecines millénaires qui comportent une grande partie d'ésotérisme, et en particulier qui nous parle d'énergie. Et l'énergie mise en œuvre dans ces groupes-là n'a rien à voir avec l'énergie qui est étudiée dans les laboratoires de physique. C'est une énergie qui relève plus de l'hindouisme ou du bouddhisme, l'idée d'âme universelle, d'énergie universelle, typique de ces religions d'Extrême-Orient. Donc voilà le lien, et on le rencontre très souvent dans notre pratique. Et c'est pour ça qu'on peut, c'est les cas où la spiritualité est dévoyée, ce sont des cas minoritaires où elle n'entre pas dans nos préoccupations. Alors concrètement, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose, donc on s'est rapproché de l'espace éthique méditerranéen à l'hôpital de la Timone à Marseille. On y a accueilli avec grand intérêt, on y a créé une commission santé, éthique, idéologie qui peut toujours être saisie, ce sont des professionnels de santé. Et là, le professeur Parquet l'a bien souligné, on a vite senti quelles étaient nos limites dans différents domaines, notamment dans celui-là. Et c'est pour ça qu'arrivé à ce niveau de technicité, on a fait appel à des experts, des médecins, des gens formés pour donner un avis. Si bien que cette commission peut toujours être saisie lorsque nous sommes consultés et que nous ne pouvons pas répondre. Nous nous adressons à cette commission. Je ne peux pas vous en dire plus parce qu'on a très peu de temps. Dites-moi quand il me restera 1 minute que je puisse conclure. Non, avant qu'on me coupe le son. Ce qui est important pour nous, je pense, aujourd'hui, pour lancer aussi, c'est quoi pour la suite, vraiment? Et voilà, la suite, quelle piste serait importante pour vous? On y arrive. Parce que, alors, bien sûr, chaque année, de ce fait, on a fait un colloque spécialisé sur les dérives sectaires et la santé. On en a encore un cette année, le thème, ce sera handicap et dérives sectaires. Et mieux encore, c'est la FECRI, c'est la Fédération européenne, qui organise son colloque à Marseille, toujours à l'hôpital de la Timone, sur les thèmes de la santé et des dérives sectaires. Alors, je vous le dis, comme ça, c'est fait. Le message est passé. Voilà. Concernant... Donc, on a dû mettre en place, parce qu'il n'y a rien de spécifique à ce niveau-là, donc il nous a fallu créer des outils, et c'est pourquoi nous avons créé une espèce de filtre qui permet à certaines institutions de limiter l'entrisme de groupes sectaires ou thérapeutico, bien-être, etc., à risque en tout cas, parce qu'on les connaît assez bien.
Donc on a créé une charte des praticiens et acteurs du corps et de l'esprit qui sert notamment à la ville de Marseille pour filtrer les associations, les intervenants, mais qui pourrait servir par ailleurs. C'est des choses généralisables selon vous? Oui, c'est généralisable, mais pas à mettre entre les mains d'institutions d'État. Il faut limiter la caution, je dirais, quelque part. Nous sommes en train de créer, et d'ailleurs il est en route, un pôle concurrent, justement, d'acteurs et de praticiens. On les appelle les OSB, donc Only Science Based. C'est-à-dire des praticiens tels que les ostéopathes, etc., qui s'aperçoivent qu'une partie de leur enseignement est ésotérique. Ils sont dégoûtés, et donc nous les accueillons pour créer quelque chose de nouveau. Je ne peux pas en dire plus dans ce cadre-là, mais sachez qu'il y a plusieurs projets en laboratoire actuellement qui vont sortir il n'y a pas longtemps. Et là, tout récemment, et ça y est, c'est en ligne. Vous pouvez aller sur le site du GEMPI, dans la rubrique Contact. Nous avons un réseau de médecins experts pour justement constituer les preuves devant les tribunaux qui sont associés à un réseau d'avocats. Donc, c'est pour les personnes qui auraient besoin de faire valider un état de victime et aussi de présenter devant les tribunaux des dossiers qui tiennent la route. Voilà. Sinon, il en était question ce matin, et bien sûr, ça c'est l'avenir. On pense à l'avenir parce qu'on y est presque là, on y est d'ailleurs. C'est que déjà on a mis en place des formations en ligne, et j'ai bien aimé le professeur Parquet, je le remercie parce qu'il a participé à nos colloques sur la santé. Des formations en ligne qui permettent à tout à chacun, non pas de devenir des spécialistes, sans doute, mais néanmoins quand même d'avoir cette capacité de discerner quand il y a un dysfonctionnement, quelque chose qui mériterait d'aller plus loin en matière de dérive sectaire ou thérapeutique, quand bien sûr il y a un mélange des genres, et donc de se former et même de vérifier les acquis des connaissances. On a ce dispositif-là en ligne, on est à trois formations qui sont à disposition du public. Et donc la capacité de toucher de manière plus large le public parce que c'est en ligne. Ensuite, je vais donner juste ma et je vous laisserai conclure, effectivement. Oui, ma conclusion, parce que je sens que les minutes sont comptées. Ma conclusion, ce serait notre expérience, donc maintenant plus de 20 ans, sur cette question précise. C'est que, je le vois au travers de notre charte, on l'a envoyé à 500 profils. On a eu 5 signataires sur 500, c'est-à-dire qui acceptaient de jouer la transparence. Allez sur notre site, vous verrez ce genre de charte que c'est quelque chose de assez pointu. On se rend compte que l'immense majorité de ceux qui sont dans les domaines du développement personnel, qui confinent à cette spiritualité dévoyée dont je parlais, et de la santé alternative, je dis santé alternative parce qu'ils ont des prétentions, mais ce n'est peut-être pas la réalité, eh bien ils sont contre. Ils ont un discours en interne qui est toujours contre la médecine, contre la science, complotiste, etc. Et ce que je crains le plus, c'est quand ils trouvent une caution d'État, non pas la caution des associations qui a une valeur moindre, mais la caution d'institutions publiques, d'État éventuellement, et qui s'infiltrent d'une certaine façon, même quand ils se présentent les plus lisses possibles, les plus modérés possibles, ce sont toujours des chevaux de Troie dans le système. Voilà. Ce serait peut-être ma dernière parole et la seule chose à retenir. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. C'était effectivement extrêmement clair comme conclusion. Monsieur le docteur Pierre Brémondard, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes médecin généraliste en centre de santé, conseiller ordinal dans les Hauts-de-Seine, président du collectif No Fake Med, que vous avez fondé en 2018 suite à la tribune ayant entraîné le déremboursement de l'homéopathie. Peut-être que vous pouvez revenir sur cette construction et votre vision dans ce domaine aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette organisation. Bonjour à tous. Merci pour le rappel historique. On va faire très court. Donc, 2018, on lance un débat. Donc, je participe à la rédaction de la tribune lançant le débat sur l'homéopathie. La suite étant qu'aujourd'hui, c'est de rembourser 0%. On pensait avoir gagné, on pensait que ça y est, on avait fait notre boulot, qu'on allait pouvoir clore le collectif. Et en fait, est arrivé le Covid. Et le Covid nous a montré l'ampleur et l'impact que pouvait avoir la désinformation en santé, non pas pour un groupe de jeunes joyeux qui sont sur Internet, mais pour nos patients en face à nous en consultation. Et dans ces situations,
on a du coup choisi d'essayer tout d'abord de référencer les différentes pratiques de soins non conventionnels, en essayant de voir ce qu'il y avait dans la littérature scientifique, dans l'idée d'un travail de débunkage. Le débunkage, si vous n'êtes pas familier avec le terme, c'est prendre l'argumentaire de la personne en face et, morceau par morceau, faire un contre-argumentaire. Ça prend du temps, c'est compliqué, et c'est le paradoxe de Brandolini, c'est que le temps que la vérité mette ses chaussures, le mensonge a fait 7 fois le tour du monde. C'est compliqué. Donc on a essayé de revenir à la racine de comment lutter contre ces dérives ou cette désinformation. Dans la société civile, ça serait beaucoup plus par l'information, l'éducation. Et donc l'investissement, il ne doit pas être fait forcément sur nos pratiques, sur des expertises, mais vraiment, c'est un peu ce qui est dit sur le fait que la société civile, le citoyen, se saisisse du sujet, que les associations, comme ça a été fait en effet pour la sécurité routière, puissent se donner les moyens d'informer, puissent se donner les moyens d'organiser des stages à l'école, des sessions de sensibilisation, puissent avoir éventuellement des outils, en effet développés par des associations plus expertes, pour partager autour de l'esprit critique des risques de dérive sectaire et de la vigilance qu'on a à avoir sur ces pratiques. Ça, c'est pour la société. Pour les soignants, le besoin de bien-être des patients, il est tout à fait légitime. Aujourd'hui, alors je vais citer McKinsey, ça me fait marrer de bosser dans une mairie communiste et de citer McKinsey, mais McKinsey, il prévoit un marché pour le bien-être à 1,5 trillion de dollars. Autant vous dire que même n'importe qui, même le budget de l'État ne pourra pas rivaliser face à cette appétence pour nos sociétés, pour ce besoin-là. Donc il va y avoir la nécessité de poser peut-être un cadre à l'échelle française, peut-être même à l'échelle européenne, parce qu'on n'est pas tout seul, peut-être pas pour limiter les pratiques, mais au moins pour protéger ceux qui sont le plus à risque. Je pense notamment dans la pratique médicale aux gens qui sont malades, aux gens qui sont malades atteints de cancer, aux personnes âgées, fragiles. Vous avez tous, j'imagine, des numéros de téléphone anonymes qui vous appellent, qui vous proposent des choses farfelues. Dans la peau d'une personne de 65, 70, 80 ans, fragile, qui n'entend peut-être pas très bien, c'est extrêmement dangereux et ça peut amener à des dépenses, en effet, inconsidérées, voire à des dérives sectaires. Les autres moments de fragilité identifiés par le collectif, c'est la périnatalité, le désir de fertilité. Ces moments clés où soit on est jeune parent, soit on est appelé à l'être, où il y a énormément de pression sociale. Il y a une demande de la société qui est extrêmement forte sur ces parents-là. Et les solutions simples sont malheureusement pas souvent les meilleures. Aujourd'hui, essayez dans vos réseaux sociaux de poser une question sur mon enfant a une éruption ou mon enfant vomit, qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, dans le numérique, vous êtes assuré d'avoir une réponse farfelue. Et donc il y a aussi un travail à faire avec les éditeurs, avec les hébergeurs de contenu pour pouvoir signaler rapidement des personnes qui font de la promotion de contenu problématique, qui font ou qui vont même démarcher sur ces réseaux-là. Et la publicité, l'information qui doit être poussée en avant, c'est celle de l'État, naturellement, celle des associations nationales référencées, mais aussi, je pense, celle des forces vives dont on a parlé, des victimes, qui aujourd'hui ont besoin en effet de dépasser ce statut-là. Et c'est quelque chose qui résonne, parce que dans le collectif, assez étonnamment, les personnes qui sont les plus engagées sont des personnes qui sont soit des anciennes victimes, soit qui ont accompagné des victimes. Et c'est de cette énergie, c'est dans cette résilience-là qu'on puise notre énergie à, depuis 2018, essayer de faire de l'information et essayer de transmettre un message un peu plus clair sur la santé. Et une dernière chose, et là c'est plutôt vers le conseiller ordinal qui parle, et donc merci cher consoeur d'être là, c'est la santé, les institutions ne doivent pas laisser ne doivent faire un bloc face à l'entrisme de ces pratiques-là. On ne doit laisser entrer dans les hôpitaux, dans les pratiques de soins, dans les cabinets médicaux, que des choses validées par la science. Et donc, le premier combat du collectif a été l'homéopathie, le déremboursement de l'homéopathie. Non pas l'interdiction. Il est très tentant de tout brûler pour repartir sur des bases saines, mais ce n'est pas possible. Non pas l'interdiction, mais le déremboursement et la non-validation par nos autorités de tutelle, par la santé, par l'enseignement supérieur, de ces démarches-là qui sont le choix des personnes, mais pas de la santé, éventuellement du bien-être. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, rompant l'usage, on va vous donner un micro, Monsieur Georges Fenech, pour une question. Je suis désolée, Madame la députée, mais si elle se pose là, posons-la. Pardon d'interrompre le déroulé. Il n'y a pas de souci. Ça me paraît trop important. Je voudrais m'adresser aux deux médecins qui sont là. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi et comment et qui autorise de faculté de médecine en France à délivrer des unités de valeur de kinésiologues, de reiki, de naturopathes? Vous dites on surveille tout ça, mais pendant ce temps-là, les facultés de médecine délivrent des diplômes. Et expliquez-moi pourquoi la PHP, également, donc les hôpitaux de Paris, ont fait rentrer toutes ces pratiques non conventionnelles
de manière tout à fait ouverte et publique. Est-ce que vous pouvez m'apporter une réponse là-dessus? À moi l'honneur. À moi l'honneur. Je n'ai pas la réponse. Évidemment que nous sommes dans le contrôle et les procédures et tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. La réalité aujourd'hui, c'est que ces diplômes ne sont pas reconnus par l'ordre, ne sont pas validés par l'ordre, mais nous n'avons aucun moyen, nous ne sommes pas doyens des universités et nous n'avons pas emprise ou en tout cas action pour, en dehors de leur conseiller de ne pas le faire, leur empêcher de mettre en place et d'accepter ce genre de diplôme. Je crois que mon collègue va le confirmer. Nous aimerions bien avoir une action plus importante, mais nos limites et nos missions se cantonnent à refuser de valider des diplômes pour que les médecins les exercent. Et après, encore une fois, quand ils sont exercés dans des situations telles que je vous les ai décrites tout à l'heure, nous avons des procédures dès qu'il y a signalement. Et nous les appliquons systématiquement. Le micro, M. Parquet, vous arrive juste, et puis après, on donnera la parole à Madame la députée, comme prévu, mais la question est importante, et on voit bien l'interministérialité aussi de tout cela. Il faut caractériser comment fonctionne une université. L'université est libre de son enseignement. Donc il suffit qu'un certain nombre de collègues décident d'enseigner telle ou telle chose. Ils ont la liberté, et c'est la gloire de l'université, de pouvoir enseigner. Le problème ensuite, c'est que la communauté universitaire est la seule à pouvoir dire on n'accepte pas telle formation d'un diplôme universitaire ou d'une formation. Et puis il y a un autre point, dans le cas des universités de médecine, c'est le fait qu'il y a l'introduction par les soins d'un certain nombre de confrères et de collègues qui ont des idées comme introduire la fasciathérapie dans le traitement du cancer ou des choses tout à fait non validées, voire même dangereuses, qui conduisent à une perte de chance pour les gens. Là, c'est la communauté, la commission médicale d'établissement qui est la seule possibilité de réguler. Il n'y a pas de régulation extérieure. Et c'est une des singularités de l'université qui, par ailleurs, nous permet d'avoir une certaine liberté, mais qui, quelquefois, là, se trouve au niveau des dérives qu'on appellerait à ce moment-là, non pas des dérives sectaires, mais des dérives universitaires. Merci beaucoup d'avoir précisé ce point. C'était important et intéressant, effectivement. Madame la députée, Estelle Follest, merci beaucoup d'être avec nous pour cette dernière prise de parole sur cette table ronde. Vous êtes députée du Val d'Oise, membre de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, et vous intéressez particulièrement à l'exposition des enfants et des adolescents aux messages sectaires, complotistes sur les réseaux sociaux. Justement, on y vient à cet outil Internet, aux réseaux sociaux, à tout ce qui est diffusé sur la toile. Merci à vous pour nous livrer votre analyse, votre vision et l'engagement aussi de l'Assemblée nationale sur ces questions. Oui, merci beaucoup. Alors mon analyse, elle va être très très modeste à ce stade puisque le président Fenech l'a rappelé. C'est vrai que l'Assemblée ne s'est pas nécessairement emparée du sujet ces derniers temps et je suis très heureuse que la ministre Sonia Backès nous permette de reprendre le sujet en main puisque je crois que moi je vous ai surtout beaucoup écouté aujourd'hui. On a des raisons d'être inquiets parce qu'on voit quand même que, enfin moi vous voyez, je vais être très très claire, j'ai 45 ans. Je suis députée depuis 6 mois. C'est des questions que j'entends depuis très longtemps, surtout en tant que citoyenne, puis en tant que mère de famille. Bon, j'entendais surtout parler des témoins de Jéhovah, enfin des groupes bien identifiés de nos services, entre guillemets, qui avaient l'habitude de frapper à la maison de la porte quand on était petit, et puis on refermait assez vite, et ça se réglait assez rapidement. Aujourd'hui, on voit que le phénomène devient protéiforme, qu'il touche tout le monde. Ça a toujours été le cas, mais il touche de plus en plus de monde, parce que le phénomène est décuplé par tous ces types de formations, par l'ampleur que leur donnent les réseaux sociaux, et on ne sait pas très bien par quel sens le prendre. Alors je disais que j'avais des raisons d'être inquiète, et on en a tous, mais on en a aussi d'être rassurés, puisqu'on est tous là aujourd'hui, et qu'on est bien décidé à reprendre les problèmes en main et à les traiter comme ils l'ont été par le passé. Je crois qu'on a quand même, effectivement, à l'Assemblée nationale, pas emprunté la voie des dérives sectaires à ce stade, mais on l'a prise par un autre chemin qui est en effet celui des réseaux sociaux. Parce qu'on se rend compte aussi que c'est via les réseaux sociaux que beaucoup de problèmes arrivent, notamment à la jeunesse, que ce soit nos enfants et encore plus nos adolescents. Et on a en ce moment tout un tas de propositions de loi et de réflexions à l'Assemblée nationale sur le sujet. Les dérives sectaires et le complotisme en font partie. À ce stade, la grande difficulté qui a été soulevée d'ailleurs par tous les participants
y compris les spécialistes et bien plus que moi, c'est la difficulté à définir le sujet. Qu'est-ce qu'une dérive sectaire? Donc j'apprends aujourd'hui, à titre personnel, que ce n'est pas la même chose qu'une dérive thérapeutique, qu'une dérive sectaire commence quand il y a une emprise mentale. Donc je comprends un petit peu mieux emprise mentale, mais j'ai encore du mal à le circonscrire. Donc on a un premier travail qui est celui-là. Un deuxième, effectivement, avec les problèmes de labellisation de certains diplômes ou de certains praticiens à qui on permet d'exercer sans aucun contrôle, et comme effectivement la commission à laquelle j'appartiens s'occupe des affaires d'éducation et d'enseignement supérieur, et c'est un sujet qui retient toute mon attention. Et puis, je pense que on a beaucoup parlé des praticiens qui ne devraient pas intervenir, etc. Je pense aussi aux citoyens. Comment on fait aujourd'hui pour aider à la fois les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, dont on voit qu'ils sont en recherche en effet de bien-être, comme tous les citoyens français. Comment on fait pour sensibiliser à la fois les jeunes, mais aussi leurs familles, puisque c'est bien souvent les parents en fait qui se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie de leurs enfants. Et d'autre part, les plateformes. Comment on fait pour sensibiliser ces plateformes, ces réseaux sociaux, à l'idée que peut-être il faut aussi qu'elles luttent non seulement contre le cyberharcèlement, ce qu'on a déjà fait, le complotisme et les dérives sectaires deviennent un vrai gros sujet. Et je pense qu'il faut qu'elle s'en empare. Donc voilà, c'est des sujets dont nous aussi, députés, nous voulons nous emparer, et dont nous nous emparons actuellement. Et d'ailleurs, je signale au passage que, de manière transpartisane également, comme l'a souhaité Madame la Ministre pour cette journée d'assises, nous allons créer un forum citoyen, plusieurs députés de l'Assemblée nationale, pour parler avec des habitants de nos circonscriptions. Alors, s'il y a des Valdoisiens dans la salle, je serais ravie de vous rencontrer. De tous ces sujets, consulter justement aussi les parents, les enfants, les professeurs, tout le tissu de nos habitants, pour voir un peu comment on peut les aider à mieux gérer ces sujets. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.